Amis auditeurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour notre émission hebdomadaire Décryptage, l'invité de la semaine. Notre émission aujourd'hui a le plaisir de recevoir Monsieur Barbonson. Monsieur Barbonson, bonjour. Bonjour Romain. Monsieur Louis-José Barbonson, donc je précise, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? C'est la question qui sera posée donc au référendum du 4 novembre prochain. Une question à laquelle on devra répondre par oui ou par un non. Et ce sont les électeurs intéressés, je vous le rappelle, qui seront appelés à ce vote. Est-ce une question ambiguë? Est-ce une question incompréhensible? Est-ce une question orientée vers le oui ou vers le non? En tous les cas, cette question a nécessité des heures de discussion entre les partenaires de l'accord de Nouméa ou nos responsables politiques à Paris lors de ce dernier comité de signataires le 27 mars dernier avant le référendum. Et selon certaines interventions de nos dirigeants, et on pourrait comprendre que des compromis ont été accepté. Rappelons qu'avant ce comité de signataires, les élus du Congrès se sont accordés sur la date du 4 novembre pour le référendum. Toutefois, ils étaient déjà en désaccord avec le texte ou le motif. Nous en avons parlé d'ailleurs avec notre invité de ce jour. Et avant même ce comité de signataires, un semblant de désaccord sur la formulation de la question. Donc, c'est plutôt un désaccord sur la formulation de la question. On ne reviendra pas en détail sur cela, mais le contexte me semblait assez lourd, pour ne pas dire tendu. Donc, avant ce comité de signataires, au final, le CDS s'est réuni à Matignon durant toute la journée de mardi pour s'achever à 2h du matin le mercredi. Donc, c'était à Paris. Monsieur Barbonson, merci d'être avec nous. On va tenter de décortiquer donc cette question. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Il faut dire et rappeler simplement aux auditeurs que les mots peuvent peser et ça peut donc donner une façon d'orienter certains débats, d'orienter certaines décisions. Monsieur Barbonson, donc pour commencer, le comité de signataires a été très lent. Comment vous analysez donc cette durée de ce comité de signataires? D'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est que il fallait qu'une question soit, et la question est. C'est déjà un pas énorme, et ça n'a pas été simple, car contrairement à ce qu'on a pu entendre hier soir à la télévision, ce n'est pas une simple question. Et il y a eu certainement des débats qui sont des débats de fond. Des débats qui posent des problèmes philosophiques, en particulier. En effet, je suppose que la discussion a porté sur le fait de savoir s'il fallait qu'une seule question, binaire, avec une réponse oui ou non, c'est finalement la formule qui a été retenue, ou s'il fallait deux questions. Une question disant, en gros, pour simplifier, je suis pour l'indépendance, et l'autre, je suis pour rester dans la France. Alors pourquoi je crois que cette formule avait la préférence des indépendantistes. Pourquoi est-ce que c'est important? Mais Monsieur Brial le dit très bien. C'est parce que quand toute une partie de la population va voter pour le non, elle va dire ce qu'elle n'est pas. Je ne suis pas pour l'indépendance. Mais en même temps, on ne se définit jamais en tant qu'être humain uniquement parce qu'on n'est pas. On se définit aussi parce que l'on est. Et l'avantage de la formule de deux questions, ça permettait aux gens de dire ce qu'ils étaient. C'est important de dire « je suis », c'est-à-dire de conjuguer le verbe « être », et c'est différent de dire « je ne suis pas », c'est-à-dire de conjuguer la formule, le verbe « être », mais du point de vue négatif. Ne pas être. Une société se porte toujours mieux et toujours plus harmonieuse lorsque les gens peuvent dire ce qu'ils sont, tandis que là, ils sont obligés de se déclarer contre quelque chose. Et toute partie se déclare. Donc, visiblement, cette formule n'a pas été retenue. C'est le fruit, encore une fois, d'un compromis qui est très long. Il faut accepter ce compromis. Mais pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que tous ceux qui pensent que les élus sont uniquement allés se balader à Paris, et puis comment dirais-je, ils n'étaient pas capables, c'était des chamailleries, etc. Non, c'est faux. C'était des vraies discussions de fond. Si ça n'avait pas été le cas, le Premier ministre ne serait pas resté 12 heures avec eux, alors qu'en même temps, il avait les cérémonies pour la mort du colonel Bertrand ou pour Madame Droll. Je veux dire, il fallait qu'il intervienne à l'Assemblée nationale, etc. Non, il faut être sérieux quand même quand on commente ce type de
comment dirais-je, ce type de questions et ce type d'événements. Voilà. En tout cas, il y a deux questions sur une, la pleine souveraineté et deviennent indépendantes. Alors, vous savez, moi je fais partie d'une génération où on nous apprenait à analyser les textes, hein, que ce soit en terminale ou enfin au secondaire et ensuite à l'université. Et donc, analyser les textes, ça veut dire analyser les mots, car les mots ont un sens, particulièrement quand ils sont écrits, hein, parce que là, le sens doit durer. Et quand on regarde les mots qui sont employés, il y a écrit pleine souveraineté. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit pleine souveraineté? Il n'y a pas écrit accède à la souveraineté, par exemple. Par exemple, oui. Bon, ben ça, il faut l'expliquer. Je veux dire, pourquoi pleine souveraineté? C'est parce que il y a déjà une partie de la souveraineté qui a été transférée dans le cadre de l'accord de Nouméa. Donc la pleine souveraineté, ça veut dire quoi? Ça veut dire la souveraineté qui reste encore à transférer. Ça veut dire quoi? C'est très important d'un point de vue politique. Ça veut dire simplement que on est au bout d'un processus. Pourquoi les indépendantistes ont insisté sur les termes de pleine souveraineté? C'est pour montrer qu'on est au bout d'un processus. Alors que l'indépendance, c'est plutôt une idée de rupture. Or, pour les indépendantistes, il n'y a pas rupture. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, hein, ils ne souhaitent pas une rupture avec la France. Ils souhaitent arriver au bout d'un processus avec la France. C'est complètement différent. Alors on peut faire des micro-trottoirs, comme on a vu pour demander aux gens qu'est-ce que ça veut dire pleine souveraineté. Et les gens disent mais on comprend pas. Mais ceux qui ont fait le micro-trottoir là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour expliquer aux gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire pleine souveraineté? Que c'est le bout d'un processus? Eh ben rien. Ils n'ont rien fait, alors c'est facile comme ça. Avec cette petite remarque, ça veut dire qu'il y a un rôle, entre parenthèses, hein, je sors un peu du cadre de la discussion, donc il y a un rôle important des médias en ce moment pour que cela paraisse plus compréhensif aussi. Mais le rôle des médias est capital. Normalement, il aurait dû être capital pendant les 30 dernières années. Voilà. Mais là, ça devient encore plus crucial. Hein? C'est-à-dire que faire des analyses qui sont d'analyses par-dessus la jambe pour faire plaisir aux gens, des trucs qu'on trouve dans les cours de récréation, dans les bacs de sable, ça sert à rien. Il faut faire des vraies analyses solides. Il faut arrêter de dire que les gens, ça les ennuie, ça les intéresse pas. Mais c'est faux. Je suis persuadé que c'est faux. Donc justement, revenons donc à ces termes qui sont utilisés et également donc indépendante, donc la pleine souveraineté, et il y a aussi le mot indépendante et qui va devenir indépendante. Est-ce que pour vous cela est normal aussi ou il fallait discuter et batailler pour ça? Ben, moi je ne sais pas, j'ai pas fait partie des discussions, mais je veux dire, quand j'entends dire il y a le mot indépendance dans la question, non, il n'y a pas le mot indépendance dans la question. Il y a le mot indépendante. Il y a un nom commun d'un côté, un adjectif qualificatif de l'autre. Bon, mais en français, ça ne veut pas dire la même chose. Je regrette. Pourquoi? Parce que avant, il y a un verbe, le verbe devenir, devienne indépendante. Pourquoi c'est important? Parce que on aurait très bien pu avoir une formule disant accède à la pleine souveraineté et à l'indépendance. Dans ce cas-là, le mot indépendance aurait figuré. C'est pas cette formule. C'est et devienne indépendante. On aurait pu avoir une autre formule disant accède à la pleine souveraineté et devient indépendance qui est à la pleine souveraineté et soit indépendante. C'est pas le verbe être qui est employé, c'est le verbe devenir. Le verbe être, c'est un verbe d'état. Le verbe devenir, c'est un verbe qui montre un changement d'état. Mais en français, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que moi, ce qui m'interpelle, c'est l'utilisation du verbe devenir conjugué en devienne. Parce que il y a deux lectures possibles. On lit à la pleine souveraineté et devienne indépendante. Le et qui est une conjonction de coordination qui peut introduire une notion d'immédiateté. C'est-à-dire que devienne indépendante, ça veut dire que cette partie de phrase, ce n'est que la conséquence de accéder à la souveraineté. Ça, c'est une première lecture. Mais il y a une deuxième lecture qui consiste à dire que le verbe devenir, devienne, introduit une notion de temps, introduit une notion de processus, introduit
une notion, c'est-à-dire que on va prendre le temps de devenir indépendant une fois qu'on aura la pleine souveraineté. Alors, je poserais, si c'était qu'une question grammaticale, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais ce n'est pas que ça. Car l'UNI en particulier a bien développé le fait que la notion d'indépendance accompagnée, c'est-à-dire cette période transitoire qu'il pourrait y avoir. Or, moi, je constate qu'avec le terme de Vienne, ça n'oblige pas cette période transitoire. Autrement, ils auraient mis accès à la pleine souveraineté, puis deviennent indépendantes. Dans ce cas-là, je veux dire, introduire la notion de temps, elle aurait été formalisée. Mais la formule telle qu'elle est là, elle n'interdit pas l'indépendance accompagnée. Elle la permet d'un point de vue grammatical comme d'un point de vue juridique. Donc, je veux dire, moi, ce qui me désole, et c'est pour ça que je vous remercierai jamais assez de m'avoir invité sur ce sujet, c'est parce que les électeurs calédoniens, le public, les auditeurs, etc., ils ont le droit d'avoir des explications. Voilà. Sur ce fait-là, c'est-à-dire sur le fait que c'est une simple conséquence. Voilà. La conséquence d'une cause. On est indépendant, donc on devient, on est sous pleine souveraineté, donc on devient indépendant. Ou ça introduit une notion de transitoire, une notion de passage. Il faudra apporter des réponses aux gens. Dans les deux cas, il faudra bien leur expliquer. Particulièrement l'électorat indépendantiste, qui peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette période transitoire? C'est 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, etc., etc. Il faut apporter des réponses aux gens. Et donc, on peut pas se permettre uniquement, uniquement de dire, voilà, les gens ils sont allés se promener à Paris, ils ont mis 12 heures pour se mettre d'accord, c'est des chamailleries, etc., etc. C'est honteux, c'est honteux. En tous les cas, dans cette question, on ne retrouve pas France. Quelle est votre analyse? C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Je crois que c'est Monsieur Brial là qui avait bien souligné le fait de dire que lui il aurait bien voulu dire moi je suis pour la France quoi. Mais à partir du moment où c'est une question binaire, ce n'est pas possible. Ce n'était pas possible. En tout cas, ça a dû longtemps discuter, en tout cas débattre par rapport à cela. C'est à peu près certain. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient extrêmement déçus que le mot France n'apparaisse pas. Ça, c'est certain. Maintenant, il y a aussi des gens qui vont dire pourquoi voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie? Pourquoi c'est pas la question voulez-vous que la Kanaki Nouvelle-Calédonie ou voulez-vous etc. Je veux dire on peut quand on fait un compromis, quand on fait une question au moins qui rassemble, qui est le plus petit dénominateur commun et qui rassemble le plus de monde possible, tout le monde ne peut pas être satisfait à 100%. Ça, c'est pas possible. En tous les cas, on le sait, donc je l'avais bien précisé tout à l'heure en introduction, qu'il y a quand même eu des compromis. Donc les explications dans chaque groupe politique ou dans chaque organisation politique vont aller aussi à des explications sur cela. Eh bien, j'espère bien. J'espère bien, parce que j'espère bien que sur la campagne de terrain, les explications auront lieu. Parce que normalement, les explications, elles devraient être dans tous les médias. Or, pour le moment, moi, je vois pas beaucoup de médias. Il y en a, évidemment, même opposés au vote, qui donnent des explications. Mais il y en a d'autres qui se contentent de dire depuis 30 ans, les élus sont nuls, ils sont trop payés, etc. Moi, je veux dire, on ne peut pas aborder la période qu'on arrive avec, des analyses de ce niveau-là qui sont des analyses de salon de coiffure, quoi. Je vais prendre un exemple bien précis. Quand on entend dire, mais comme hier soir, que c'est au moment où on demande le plus d'autonomie qu'on se tourne à la France, en particulier pour rédiger cette question. Mais c'est faire preuve d'une ignorance grave. La compétence pour rédiger la question, c'est les ministres et le Premier ministre, parce que c'est un décret en Conseil des ministres. C'est pas aux Calédoniens de rédiger la question.
C'est n'importe quoi de dire donc ça. pour vous, c'est que les comités de signataires, où il y a des décisions ou des choses qui doivent être décidées pour le pays, ça doit automatiquement se faire à Paris? Absolument pas. Moi, je vous rappellerai quand même qu'une grande partie de l'accord de Nouméa a été négociée à Nouméa. Non, mais tout le monde l'oublie. Quand on nous dit c'est l'aire de Paris, oui, c'est l'aire de Paris, l'aire A-I-R-E. C'est parce qu'à Paris, il y a tous les ministères. Il y a tous les attachés de cabinet, il y a tous les directeurs de cabinet, il y a tous les experts. Et donc, s'il fallait déplacer tous ces experts en Nouvelle-Calédonie, ben ça serait pas possible. C'est pour ça que les gens ils vont à Paris. Mais c'est pas l'aire de Paris qui spécialement les rend d'un seul coup plus intelligents. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je veux dire, ça n'a pas de, pour moi, ça n'a pas de sens tout ça. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous êtes satisfait de cette question? Moi, je suis satisfait qu'un accord soit intervenu. Voilà. Et qu'on soit tombé sur une question qui me semble tout de même assez claire. Hein, les gens, ils vont comprendre quand même. Bon. Même s'il y a des interrogations sur les termes pleine souveraineté, même si moi j'ai des interrogations sur le terme devenir, hein, la question, comment dirais-je, tout le monde va pouvoir répondre. Ceci dit, c'est vrai que moi j'aurais préféré une question qui soit pas une question binaire, j'aurais préféré 2 questions. Mais c'est ça qui a été choisi. C'est ça qui a été choisi par les représentants de ceux qui représentent le plus de personnes en Nouvelle-Calédonie. Le jeu de la démocratie, c'est bien d'accepter cela et puis de le faire avec cela, c'est tout. Maintenant, je pense que cette question, comme tout acte politique, mérite d'être expliqué, mérite d'être commenté. Les gens ont besoin nécessairement de savoir, et il faut arrêter de dire que ça va les ennuyer si on leur explique. Moi, j'y crois pas du tout. Selon votre expérience et votre vécu, y a-t-il une séquence aussi particulière dans le pays comme cela? Alors, moi, j'ai pas vécu le premier référendum de 1958. Enfin, si je l'ai vécu, j'avais 8 ans. Voilà. Bon, mais donc je ne sais pas dans quelle atmosphère cela s'est passé. Mais si on reprend la question qui était posée au référendum de 58, comment dirais-je, ça laissait plein de perspectives. Bon. Après, on a dit, les Kanaks, ils ont voté oui, donc ça voulait dire qu'ils mettaient fin à la colonisation. Oui, mais ils ont voté oui parce qu'on était dans le cadre de la communauté française et que dans ce cadre-là, on pouvait un jour devenir indépendant. Bon, après, la communauté française a été supprimée. Donc c'est pas, je veux dire, on peut pas faire parler les morts. Et aujourd'hui, c'est pas, pour revenir à votre question, moi j'ai pas vraiment vécu personnellement parce qu'évidemment, il y a eu le référendum de 87, qui était le référendum Ponce, qui a été boycotté par des milliers de Kanaks. Bon, moi j'ai pas voté au référendum de 87. Voilà. Donc je me suis pas senti concerné. Et c'est tout à fait différent parce que le référendum de 87, il y a qu'une seule partie de la population qui a voté. Tandis que là, c'est les 2 parties qui vont voter. On est dans un contexte qui est très 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 différent. À mon avis, qui est très différent. Alors maintenant, il y a le référendum de 1998 et celui de 88. Celui de 88 sur les accords de Matignon, il était différent dans un sens que c'était un référendum national. Hein, c'est-à-dire que la France votait aussi. Bon. Donc c'est pas pareil. Le référendum de 98, c'est celui qui se rapproche le plus de celui d'aujourd'hui. Avec une différence fondamentale, c'est qu'il portait sur un texte. Hein, il portait sur un texte, c'est-à-dire le préambule de l'accord de Nouméa, texte qui devait se traduire ensuite politiquement par la loi organique. Donc la formule était différente. Elle était différente philosophiquement. Comment? C'est parce que dans le référendum de 98, hein, tout le monde sait très bien que les 72% de majorité sont donnés en grande partie par les indépendantistes, mais qu'est-ce qui est différent? C'est qu'il y a toute une partie qui, à la suite de Jacques Lafleur, de la population, qui vote oui en même temps
différent que les indépendantistes. C'est tout à fait différent. Là, ce qui va se passer, c'est que ceux qui sont pas indépendantistes, ils vont voter non. Ceux qui sont indépendantistes, ils vont voter oui. Tandis que la dernière fois, en 98, pourquoi c'était différent? C'est parce que ceux qui ont été indépendantistes, en grande partie, ont voté oui, et toute une partie, pas une majorité, mais toute une partie des gens qui étaient indépendantistes ont aussi voté oui. Donc, c'est pas du tout le même état d'esprit. C'est pas la même construction. C'est pas la même dynamique. Hein, il y avait la dynamique d'un destin commun. Cette dynamique-là, dynamique du retour de la paix, du destin commun, cette dynamique-là, au fur et à mesure que les mois vont avancer, elle va être très difficile à établir dans ce cadre du référendum avec la question binaire telle qu'elle se présente. Il y a aussi la question du corps électoral qui est vraiment spécifique, qui est vraiment spécial pour ce corps, c'est pour ce référendum-là. Oui. Et il y a un contexte où les indépendantistes se sont vraiment battus pour que il y ait une inscription des Kanaks effective aujourd'hui. C'est ça aussi qui change, qui peut changer aussi la donne. Oui, ce qui change la donne, c'est que le référendum tel qu'il est là, c'est un référendum qui devrait marquer et qui arrive au bout d'un processus de décolonisation. Donc, en gros, le corps électoral, il peut être appréhendé d'une manière tout à fait différente qu'un corps électoral pour les provinciales ou pour la députation, etc. Pourquoi? Parce que quand commence la colonisation, c'est au moment où, 24 septembre, la France plante un drapeau et puis dit « maintenant, ici, c'est chez moi ». Voilà, c'est une prise de possession. Bon, on ne demande pas leur avis aux Kanaks. Bon. Donc, si on veut sortir de cette période qui a commencé par cet acte, il faut que tous les descendants de ceux qui étaient présents du côté kanak le 24 septembre 1853, tous leurs descendants puissent voter. Autrement, c'est pas la fin. Hein, ce n'est pas, comment dirais-je, on ne rétablit pas historiquement parlant. Hein, on ne rétablit pas, on marque pas la fin d'une partie de l'histoire. Donc, partant de là, il est clair que les indépendantistes ont donc négocié le fait que toutes les personnes qui sont de statut coutumier soient inscrits automatiquement. Voilà. Et donc, moi j'ai toujours pensé que c'était une démarche naturelle parce que on était dans le cadre d'un processus de décolonisation. Donc, là encore, quand je lis ce qui a été dit dans les médias n'ont pas arrêté de dire tous les natifs. Mais quand on regarde le communiqué qui est sorti du du comité des signataires, rédigé par le Premier ministre lui-même, tapé sur son clavier à son écran par le Premier ministre lui-même, mais cherchez dedans la formule tous les natifs. Elle n'existe pas. Tout le monde a dit qu'il y a tous les natifs, comme tout le monde dit aujourd'hui, il y a le mot indépendance dans la question, mais c'est pas vrai. Ça n'y est pas. Et pourquoi ça n'y était pas? Parce que ce qui a été acté, et là encore, je l'ai entendu, je ne l'ai pas du tout entendu dans certains médias et les grands médias qui sont dans l'audiovisuel en particulier. Qu'est-ce qui a été acté? C'est qu'il y avait bien deux catégories de personnes. Il y avait les natifs d'un côté, qui devaient prouver qu'ils étaient là au moins les 3 dernières années, et puis de l'autre, il y avait tous ceux qui étaient de statut coutumier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les statuts coutumiers, ils n'étaient pas obligés d'être natifs. Ça veut dire que un Kanak de statut coutumier qui est né à Paris ou qui est né parce que ses parents se sont déplacés, etc., on lui demandait pas d'être natif. Lui, il était inscrit automatiquement. Ça montrait bien qu'il y avait deux catégories différentes, même si ça porte, c'est très marginal et ça porte que sur quelques personnes. Mais n'empêche que la définition juridique, c'était bien ça. Donc, moi, j'estime qu'en tout cas, une partie des revendications du monde indépendantiste sur les inscriptions pour le corps électoral a été satisfaite. Alors maintenant, le procédé d'inscription, de vérification des listes, de différence de listes entre l'état civil coutumier, etc., certains peuvent très bien encore contester cela, la façon dont ça s'est fait.
et dans la façon dont ça se fait, puisque les prochaines commissions vont arriver bientôt là. Dans les dernières commissions vont arriver bientôt, dans quelques semaines. Et il n'empêche que la différence entre les deux types a été actée. Voilà, entre les deux grands groupes, les deux catégories différentes a été actée. On arrive presque au terme de notre entretien. On a beaucoup parlé de sérénité, donc on parle du corps électoral, on parle de ce référendum. Donc, est-ce que c'est une base d'une certaine sérénité avec la question comment elle est posée? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que en fait, la sérénité la plus importante, c'est celle des jours d'après le référendum. Et là, il est très difficile de se projeter. Hein, très difficile de se projeter parce que on ne connaît pas quel va être le pourcentage de oui, le pourcentage de non. Est-ce qu'il y aura des conséquences si le pourcentage de non est trop élevé par rapport au pourcentage de oui, ou est très élevé, ou le contraire? C'est extrêmement difficile aujourd'hui de le savoir. En fait, évidemment, je pense qu'à partir du moment où les gens se sont mis d'accord sur une question, il va y avoir une sorte de... Les gens vont laisser le cycle se terminer. Il y a un cycle qui a commencé avec les accords de Matignon, qui s'est poursuivi avec l'accord de Nouméa. On va laisser le cycle se terminer. Maintenant, au lendemain de ce cycle, selon ce qui aura été obtenu ou pas obtenu, là, je suis incapable encore de vous dire quelles vont être les conséquences, mais à titre personnel, moi, la principale conséquence que je vois, c'est que quelques mois après, quelques années après, il y aura forcément un renouvellement générationnel dans la classe politique qui va s'établir. Parce que on est à la fin d'un cycle et qu'on va commencer un deuxième cycle. Enfin, en tout cas, je vois pas comment ça peut se faire autrement. Pour terminer vraiment cet entretien, si vous permettez, Monsieur Barbonson, donc je vais terminer avec une question d'actualité. Nous sommes donc le vendredi saint, nous avons un week-end de Pâques, etc. Les rassemblements sont organisés chez les protestants, tout comme chez les catholiques. Et dans ce pays, on sait comment la religion elle est très présente. La religion catholique et protestante est très présente au sein de différentes communautés, notamment Kanak. Les protestants, on va dire comme ça, sont très engagés sur le plan politique. Il y a des messages de sérénité, donc aussi qu'ils lancent auprès de leurs fidèles. Votre analyse sur l'engagement, par exemple, des protestants, qu'est-ce que vous dites? Vous savez, moi, j'ai une formation chrétienne. Hein. Je suis catholique, j'ai jamais caché. Hein, j'ai pas une formation de gauche, j'ai pas une formation maçonnique, etc. J'ai une formation chrétienne. Et je crois que les valeurs chrétiennes sont des valeurs extrêmement importantes pour la société et pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, chaque fois qu'il y a un Kelesiano qui est organisé aux îles, j'ai vu hier, à titre personnel, vous me permettez, le plaisir que j'ai eu hier soir à la télé de revoir Waepele et Nana en train d'organiser à Touaïk le rassemblement de Pâques. Je les avais pas vus depuis longtemps. Et donc, cette vie-là du monde chrétien kanak dans l'engagement, en tout cas pour qu'une nation souveraine ne peut pas être remis en cause, ça va ensemble. Je crois que les fêtes de Pâques, la fête de Pâques en particulier, hein, qui est donc la fête de la résurrection chrétien, catholique, protestant, on a aussi pendant toutes ces années hérité de la République. Ce qui fait que si on se compare à toutes les autres îles du Pacifique devenues indépendantes, on est certainement les plus laïques, hein, que comment dirais-je, que Tahiti, par exemple, où il n'y a pas un discours politique qui commence pas par une prière, où il n'y a pas, je veux dire, on est dans un autre monde. Quant aux autres pays du Pacifique, vous savez qu'il n'y a aucun hymne
du Pacifique, où il n'y a pas le mot Dieu de tous les pays. Bon, ça peut pas arriver en Nouvelle-Calédonie, parce que il y a deux héritages. Mais le fait est, et c'est ça qui me semble important, c'est que la laïcité en Nouvelle-Calédonie, elle n'est pas obligée d'être stricto sensu la laïcité en France. Parce qu'on est bien obligé de tenir compte. Parce que si on n'en tient pas compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Louis Callot, ça veut dire que la ICLF, ils ont servi à rien. C'est ça que ça veut dire. C'est pas la peine d'aller faire la fête de Louis Callot et de mettre tous les, de rendre hommage à tous les vieux qui étaient là, si 50 ans ou 60 ans après, on a oublié leur message. C'est un message qui dit, oui, certainement, s'il y a une république un jour, une république laïque, mais en même temps, où les valeurs chrétiennes et les racines chrétiennes ne sont pas niées. Qu'on fasse quelque chose aussi qui nous ressemble à l'océanienne. Et je terminerai, ça me permet de faire un flashback là sur ce que je disais tout à l'heure. Quand on a écrit l'hymne de Nouvelle-Calédonie, quand on a reçu les paroles, il y a eu un débat qui a été fait au comité qui réfléchissait sur l'hymne. Et à un moment, il y avait dans le refrain, il y avait une phrase qui disait « Soyons frères ». Bien, cette phrase, moi j'ai soutenu la proposition qui fait que ça soit pas soyons frères, ça soit devenons frères. Parce qu'il faut devenir, parce que c'est à chaque génération à faire le pas vers l'autre. Voilà. Et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, sur soit indépendante ou devienne indépendante. Et c'est ce pas-là pour aller vers l'autre, ou pour tenir compte du chemin que l'autre a parcouru pour venir jusqu'à soi, ça c'est une démarche chrétienne. Et c'est une démarche qui est proche, évidemment, de la démarche kanak aussi. Donc c'est pour ça que le christianisme ici a marqué profondément ce pays, et on ne peut pas faire sans. Et ceux qui pensent dans l'éloge ou ailleurs pour voir s'en passer, ils se trompent. On va terminer avec cette phrase, si vous permettez, Monsieur Barbonson. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à Kenji pour sa collaboration technique et bien sûr à très bientôt sur le canal. Merci Romain.